Le plaisir de tous vous voir aujourd'hui. Le président Macron et moi-même avons eu l'occasion de partager du temps ensemble. Nous avons eu un dîner privé à 4 hier soir et on est là pour vous dire que c'est toujours un plaisir de partager avec l'autre ses idées. Jill et Brigitte ont également profité de leur visite. C'est la première fois que j'ai un dîner privé à Washington depuis très longtemps. Et puis j'ai eu l'occasion de le faire avec notre ami français. La France est l'un de nos principaux partenaires, un partenaire de longue date. C'est notre meilleur allié. Emmanuel, c'est désormais un ami. Nous partageons les mêmes valeurs. Nous avons le même programme, les mêmes priorités par rapport aux défis auxquels nous sommes tous les deux en but. Il y a parfois des différences qui nous opposent, mais elles ne sont jamais fondamentales. Aujourd'hui, nous réitérons l'amitié franco-américaine ainsi que l'union qui nous unit à nos partenaires du G7, à nos alliés. Plus que jamais, nous nous dressons contre la guerre d'agression russe à l'encontre de l'Ukraine. On en a parlé dans le cadre de réunions bilatérales. Nous continuerons d'aider les Ukrainiens à défendre leur foyer, leur intégrité territoriale contre l'agression russe qui a été incroyablement brutale. Je savais que la Russie était un pays complexe, mais je n'envisageais pas une telle brutalité. Aujourd'hui, nous réaffirmons, comme je l'ai déjà dit, que nous sommes unis face à cette guerre brutale et nous continuerons à aider le peuple ukrainien dans la défense de leur foyer, de leurs hôpitaux, de leur famille, de leur souveraineté, de leur intégrité contre l'agression russe. J'aimerais vous remercier, Monsieur le Président. Merci de l'accueil apporté par le peuple français à ces milliers de réfugiés ukrainiens. Vous êtes un peuple remarquable. Cet accueil en est la preuve. Face à une agression barbare, Poutine pense qu'il peut briser la volonté de tous ceux qui s'opposent à ses ambitions en attaquant les infrastructures civiles en Europe, en asphyxiant la souveraineté énergétique de l'Europe. Mais il ne l'emportera pas. Le président Macron et moi-même sommes résolus à poursuivre notre coopération de façon que les Russes soient redevables de leurs actions pour réduire l'impact négatif de cette guerre sur le reste du monde. Les États-Unis essaient d'aider l'Union européenne à se diversifier pour être moins dépendant du gaz russe. Nous allons accélérer notre transition énergétique et poursuivre ce partenariat étroit avec l'Union européenne à l'avenir. Nous avons également fait des progrès grâce à nos équipes conjointes en matière de sécurité énergétique. Aujourd'hui, nous nous engageons à approfondir nos efforts de coopération s'agissant de l'énergie nucléaire civile par le biais d'un partenariat bilatéral. Dans le monde entier, la France et les États-Unis œuvrent à la stabilité. Nous partageons la même vision s'agissant de la zone Indo-Pacifique. Nous souhaitons une ouverture, une liberté, une prospérité, une sécurité pour cette zone du monde. Nous défendons les principes mondiaux dans cette zone du monde, y compris la liberté de navigation. Nous travaillons de concert pour soutenir l'intégration et la prospérité du Moyen-Orient. Merci infiniment au président Macron d'avoir favorisé l'accord maritime entre Israël et le Liban. La France et les États-Unis travaillent de concert pour tenir comptables les auteurs de ces abus commis dans le cadre de la guerre russe contre l'Ukraine. Assurons-nous que jamais l'option nucléaire ne soit utilisée. Nous nous réjouissons du prochain sommet américano-africain.
Je pense que la France a une énorme contribution à faire. Nous allons également rester à l'écoute de nos partenaires africains pour renforcer les opportunités de coopération économique sur le continent africain, pour résoudre les défis qui sévissent dans le monde. Qu'il s'agisse de la coordination de la défense, de nos activités spatiales, du renforcement de la science pour surveiller l'évolution climatique de notre Terre. Nous avons eu une conversation détaillée concernant l'IRA, la loi anti-inflation. Je sais que vous êtes curieux là-dessus. Nous avons le même but. Nous souhaitons investir dans les énergies propres pour résoudre le défi de la transition écologique, pour construire l'industrie de l'avenir, y compris l'énergie verte, les batteries électriques, les véhicules électriques. Il est important que nous coordonnions nos approches pour renforcer nos logistiques, nos chaînes d'approvisionnement des deux côtés de l'océan Atlantique. Nous avons demandé à nos équipes respectives d'assurer ce suivi dans le cadre d'une consultation permanente entre nos deux pays. Je suis persuadée que nous allons résoudre nos différends. La France et les États-Unis déploient leurs efforts pour améliorer la sécurité sanitaire du monde. Le président Macron tombe aujourd'hui. C'est une journée importante, c'est la journée internationale du sida. Et nous souhaitons mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030. C'est notre objectif et nous allons nous y tenir. Pour ce faire, nous utiliserons tous les outils à notre disposition. Mais d'abord, la priorité, c'est de mettre fin à cette guerre qui nous affecte tous. J'ai donc le plaisir et la fierté de prendre le relais. Je vais accueillir le Fonds mondial. Nous allons capitaliser sur vos états de service exceptionnels en matière de leadership. 15,7 milliards de dollars ont été récoltés pour contribuer à ce fonds mondial et ça permettra de sauver des millions, je dis bien des millions de vies. Si je devais dresser la liste de tous les domaines de coopération entre nos deux pays, on serait là jusqu'à minuit. Donc, j'aimerais conclure en mettant en exergue les investissements à long terme qui sont nécessaires de façon à approfondir les liens qui nous unissent, notamment le programme Fulbright. Nous célébrons le 75e anniversaire. Cela a permis des milliers d'échanges entre étudiants au cours de ces dernières décennies. C'est une partie importante de notre relation et cela permet de nous assurer que l'avenir de cette alliance vitale reste fort et dynamique au cours des générations à venir. Cher Emmanuel, merci encore une fois de cette coopération entre nos deux pays. Mon gouvernement fonde sa politique étrangère sur la force de notre alliance. Merci, mon ami. Je me réjouis de notre coopération renouvelée pendant très longtemps. Et comme je le disais lorsque j'étais au Sénat américain, vous avez la parole. Monsieur le Président, cher Joe, merci infiniment pour ces mots qui reflètent complètement l'échange que nous venons d'avoir, mais merci surtout pour votre accueil. Et nous étions très heureux avec mon épouse, en effet, de partager ce moment hier à vos côtés, aux côtés de votre épouse. Et je veux vous dire combien nous sommes, je le disais ce matin, à la fois ému, honoré, ma délégation et moi-même, d'être accueillis par vous en cette première visite d'État sous votre administration. Et au fond, cette relation, nous l'avons l'un et l'autre dit ce matin, vous venez de le rappeler, se bâtit sur une histoire qui nous oblige et nous dépasse, parce qu'elle est faite de sang versé, parce qu'elle est faite d'engagements réciproques. Et je dirais, à l'échelle des siècles, à chaque fois que les choses vitales et essentielles ont été en jeu, nous avons été là l'un pour l'autre, sans coup férir et sans aucun doute. Et c'est ce qui doit structurer le reste. C'est cet esprit qui prévaut dans le contexte que nous vivons depuis le mois de février dernier. Et vous l'avez rappelé, je ne vais pas redire ce qu'a parfaitement décrit le président Biden, mais cher Joe, vous avez très bien dit ce que nous faisons ensemble en Ukraine. Nous avons très clairement condamné cette guerre immédiatement
Nous avons mené toutes les actions diplomatiques pour condamner cette guerre et les crimes de guerre qui sont commis par la Russie sur le sol de l'Ukraine. Et nous soutenons à la fois l'armée ukrainienne dans sa résistance, la population civile pour résister. Et je veux ici vraiment remercier les États-Unis d'Amérique pour la nature et la magnitude de l'aide qui est fournie, parce que cette guerre touche le sol européen, elle nous touche, je dirais, encore plus directement, et vous avez fait le choix de déployer beaucoup de moyens pour participer à l'effort collectif. Dans ce contexte-là, la discussion de ce matin nous a permis, d'une part, de confirmer les initiatives que nous prendrons encore dans les prochains jours et prochaines semaines pour renforcer l'aide, justement, aux troupes ukrainiennes et leur permettre de résister. Nous avons aussi décidé de continuer d'agir ensemble pour aider la population civile ukrainienne à résister. Car on le voit bien, aujourd'hui, l'effort de guerre russe se concentre sur les infrastructures civiles, multiplie les exactions pour désespérer la population civile et rendre l'hiver impossible. C'est ce pourquoi nous avons décidé d'organiser le 13 décembre prochain une conférence de soutien à la résilience ukrainienne à Paris, et je vous remercie pour le soutien apporté et l'étroite coordination en la matière. Nous avons souhaité aussi continuer le travail étroit avec en particulier le président Zelensky autour des 10 points qui ont été proposés par ce dernier. Et je veux ici saluer aussi l'effort qui est fait par le président Zelensky pour engager un chemin de paix possible et durable, en même temps qu'il conduit une résistance héroïque depuis maintenant plusieurs mois. Et je crois que nous avons toujours été sur la même ligne. Aider l'Ukraine à résister, ne rien céder à nos valeurs et aux principes de la Charte des Nations Unies, éviter toute escalade incontrôlée dans ce conflit et acter que, au moment qui sera opportun, dans des conditions pour leur territoire qui revient aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens de décider, nous serons là pour aider à bâtir la paix. Je pense qu'à cet égard, avoir la clarté des positions qui sont les vôtres est pour nous important, car notre objectif, nous l'avons discuté, de bâtir une paix durable. Nous avons également évoqué les conséquences directes et indirectes de cette guerre et les conséquences en matière de sécurité alimentaire et énergétique pour l'ensemble de la planète. Et nos initiatives communes au G20 comme au G7 vont dans ce sens, et nous avons pu le rappeler également ensemble ce matin, pour pouvoir essayer, pour nombre de pays, de pallier les conséquences de ce conflit sur leurs économies. Nous avons aussi ce matin une très bonne discussion sur l'ARE et les textes récemment pris par l'administration américaine. Et nous avons décidé ensemble, comme vient de dire le président, que nous allions synchroniser nos approches et nos agendas pour investir dans les industries émergentes critiques telles que les semi-conducteurs, l'hydrogène, les batteries, les sujets industriels qui sont absolument décisifs, parce qu'au fond, nous partageons la même vision et la même volonté. Le président Biden veut créer des emplois industriels dans la durée pour son pays et bâtir une industrie forte et sécuriser les approvisionnements, et c'est exactement la même vision que nous portons. Et c'est pourquoi nous avons donné mandat à nos équipes de poursuivre ce travail en coordination étroite pour pouvoir justement trouver des solutions sur les sujets identifiés et surtout avec une coordination avec l'ensemble des Européens d'une part et avec vous, pouvoir bâtir un agenda qui nous permet d'avoir plus d'emplois industriels et aux États-Unis et en Europe et garantir la force et la résilience de nos chaînes d'approvisionnement de manière intégrée. Car notre volonté est de garder une forte intégration à cet égard. Ce travail en européen, c'est aussi celui que nous voulons conduire sur à peu près tous les sujets de l'agenda. Mais vous l'avez rappelé, Président, à l'instant, ce que nous voulons faire aussi, c'est développer plusieurs sujets d'avenir. Et les séances de travail que nous avons pu avoir hier, ce que nos ministres et nos équipes ont pu préparer, nous permettent d'acter aussi un agenda, je dirais, d'avenir et d'espérance, je l'évoquais ce matin, dans plusieurs domaines. Le spatial, avec à la fois des sujets de recherche, d'exploration, mais aussi des sujets industriels d'avenir. Le nucléaire civil, avec là aussi des nouveaux sujets de recherche communs, en particulier sur les techniques les plus avancées, car je crois pouvoir dire que pour l'un et pour l'autre, le nucléaire civil fait partie de la solution énergétique dans laquelle nous croyons
et qui seul permet de réussir à créer des emplois, avoir une énergie sûre, compétitive et atteindre notre objectif de neutralité carbone en 2050. Nous avons eu aussi l'occasion d'avoir beaucoup d'échanges sur le quantique entre nos différents acteurs et en matière de technologie et justement d'innovation. Là aussi, nos délégations sont là pour illustrer tout le travail qui est fait pour continuer d'avancer sur un agenda commun. Enfin, c'est aussi nos engagements sur les grands sujets internationaux qui, je dirais, irriguent notre relation. Je ne saurais trop redire ici combien nous avons été heureux de voir votre choix, qui correspondait à vos engagements historiques et à vos engagements de campagne, de revenir sur les grands sujets internationaux, qu'il s'agisse du climat ou de la santé. Cela change la donne. Et là où nous avons pu résister pendant quelques années, nous avons pu réengager les efforts. Et en cette journée mondiale de lutte contre le sida, je veux ici dire de concert avec vous combien nous continuons à tenir cet agenda en effet d'éradication en 2030 et combien nos deux pays ont de concert œuvré ces dernières années dans le financement du Fonds mondial, dont nous sommes les principaux contributeurs, pour lutter évidemment contre le VIH, mais également contre la malaria et plusieurs autres virus qui ravagent en particulier les pays les plus fragiles et les populations les plus fragiles. Nous continuerons cet effort sans relâche. C'est la même détermination qui prévaut dans notre relation pour avancer ensemble sur les sujets de climat et de biodiversité. Au-delà de cette volonté d'avancer sur les innovations et un agenda de solutions sur le climat, nous avons acté là aussi plusieurs initiatives lors de cette visite d'État. Bâtir des solutions de financement innovants pour aider les pays émergents et les pays les plus fragiles, pour leur permettre de nous accompagner sur cette route du développement et du climat. Et à cet égard, vous aurez un rôle essentiel dans le sommet que nous comptons organiser à l'été prochain de nouveaux partenariats entre le Nord et le Sud, qui s'inscrit pleinement d'abord dans la logique de ce que nous avons fait ensemble pour réallouer plus de moyens vers les pays du Sud, mais aussi de l'agenda de réforme de nos institutions multilatérales financières, qui est indispensable pour réussir cet objectif, en particulier réforme de la Banque mondiale et amélioration de nos instruments financiers existants. Et puis en matière de biodiversité, nous avons eu l'occasion hier de parler avec le caucus compétent. Nous avons eu des discussions à plusieurs reprises ensemble. Notre volonté est là aussi d'avoir un agenda extrêmement ambitieux et en particulier nous œuvrerons ensemble pour préparer le One Forest Summit qui se tiendra sur le sol africain au Gabon à la fin du premier trimestre prochain. Ce sujet étant aussi au cœur de ceux que vous voulez soulever avec les États africains que vous accueillerez dans quelques jours à Washington. Et donc là aussi, sur ce volet, il y a une forte convergence entre nos vues. Enfin, nous continuerons d'être engagés ensemble dans la lutte contre le terrorisme et pour la paix. En étant à vos côtés, j'ai évidemment une pensée pour nos soldats qui sont tombés en Afghanistan, au Proche-Moyen-Orient, en Afrique, durant ces dernières années, pour se battre pour la sécurité de ces régions du monde et de nos pays. Et je veux ici, une fois encore, vous redire notre engagement. Nous continuons à être engagés dans notre coalition internationale Proche et Moyen-Orient à travers notre action militaire et nous continuerons de l'être de manière très étroite, car nous n'avons pas fini ce combat. Et je pense qu'il est important de le rappeler à tous nos alliés et tous nos partenaires. Nous devons continuer d'agir contre le terrorisme islamiste dans le Proche et Moyen-Orient. Cet agenda n'est pas terminé. Et je voulais vous remercier aussi pour l'aide précieuse que vous nous avez apportée durant toutes ces dernières années et que vous continuez de nous apporter dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette aide est précieuse et nous a permis ces dernières années, y compris ces dernières semaines, d'avoir des résultats extrêmement concrets. Et donc nous continuerons là aussi d'œuvrer ensemble. Je pourrais également passer l'après-midi de concert avec vous à égrener tous les sujets sur lesquels nous travaillons ensemble, de l'Indo-Pacifique et plus particulièrement de la réorganisation de notre présence dans l'océan Indien. Je voudrais avoir un mot pour, au fond, peut-être remettre les choses dans le bon ordre. Cher Joe, tu as eu l'élégance de remercier la France pour son aide sur l'accord qui a été trouvé historique entre Israël et le Liban. Nous avons fait le maximum pour aider à finaliser. Je crois quand même que l'honnêteté me conduit à dire que c'est essentiellement vous qui avez fait le travail. Et donc je pense que dans ce moment
C'était un travail essentiel et je veux tout particulièrement vous en remercier pour le Liban qui nous est si cher et qui avait besoin de cet accord au-delà des sujets qui sont au cœur de l'agenda libanais pour les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais dire. Et pour finir, je souhaitais vraiment remercier le président Joe Biden parce que ce qu'il a dit, je peux le dire à son endroit. Ce n'est pas simplement un dirigeant avec lequel nous partageons beaucoup de valeurs, beaucoup de combats. C'est un dirigeant avec lequel nous avons des discussions très franches et très directes, et respectueuses et engagées sur tous les sujets. C'est aussi devenu un ami et je vous tenais à te remercier pour l'accueil qui nous est fait, l'honneur qui nous est fait, mais surtout l'importance dans ce moment de pouvoir passer du temps ensemble et prendre des décisions pour notre avenir commun. Merci infiniment. Well, thank you, Manuel. Merci, Emmanuel. My closer, that deal with Lebanon and Israel. Effectivement, cet accord entre le Liban et l'Israël, on a peut-être fait le job, mais c'est vous qui avez conclu. Bravo. Nous allons répondre à 4 questions au total. D'abord, l'AFP. Propos inaudibles, hors micro. Je cite le président Macron concernant l'IRA. C'est une mesure super agressive. Est-ce que vous allez repartir de Washington avec l'assurance que les États-Unis vont en effet accorder des exemptions aux industries européennes pour faire face aux subventions massives qui ont été votées ici? Et plus généralement, vous avez dit hier que cette politique économique de Joe Biden faisait courir le risque de fragmenter l'Occident. Est-ce qu'en faisant de tels propos, ce n'est pas vous qui, d'une certaine manière, risquez de créer des divisions? Je vais répondre le dernier volet de votre question. Ou plutôt, je n'ai pas compris grand-chose, donc je préfère ne pas répondre. Nous allons régler ce problème, Monsieur le Président. Les États-Unis n'offrent pas d'excuses. Je ne ferai pas d'excuses. Et parfois, lorsqu'on rédige un énorme projet de loi qui représente 360 milliards de dollars, c'est le plus gros investissement dans la lutte contre le changement climatique de notre histoire. De toute évidence, il y aura des bugs. Il va falloir corriger. Notamment, il y a une disposition dans ce projet de loi concernant l'exception dont jouerait tel ou tel pays qui aurait signé un accord de libre-échange avec nous. Voilà. Mais c'est une disposition qui a été rajoutée, mais la personne qui a souhaité ce rajout parlait en fait d'alliés. Donc c'est un problème que l'on peut corriger très rapidement. L'important, c'est qu'on continue notre coopération et qu'on ne soit pas dépendant de la chaîne logistique de qui que ce soit d'autre. Nous partageons cette chaîne logistique avec nos alliés en Europe. Donc il y a des petites erreurs à corriger pour faciliter la tâche et la participation des pays européens, de façon qu'ils ne soient pas isolés. Lorsque nous avons rédigé ce projet de loi, nous n'avions jamais l'intention d'exclure les pays avec qui nous coopérons. Ce n'était absolument pas notre intention. Nous souhaitions ne plus être en but à des défis comme la pandémie. Et tout d'un coup, à cause de la pandémie, la Chine décide qu'ils arrêtent de nous vendre des microprocesseurs. Nous ne souhaitons plus nous retrouver dans cette situation-là. Donc, les affaires reprennent, que ce soit aux États-Unis ou en Union européenne. Nous allons continuer de créer des emplois industriels aux États-Unis sans pour autant sacrifier la France ou l'Europe. Le président Biden vient d'ailleurs de dire, et ce que j'évoquais hier,
mes propos au caucus, c'est simple. Les États-Unis d'Amérique ont pris une législation pour leur industrie et leur pays avec un objectif que nous partageons. Créer plus d'emplois, créer des opportunités pour les classes moyennes et réussir à accélérer la transition climatique. La réalité, c'est que les conséquences, et notre discussion a permis de parfaitement montrer que ça n'est absolument pas l'objectif des États-Unis de le faire. Mais une des conséquences de cette législation est que sur des projets qui étaient en train de se développer sur le continent européen, l'écart de subvention est tel que ces projets risquent de tomber. Ça n'est pas l'intention du président Biden. J'ai pu hier d'ailleurs discuter avec plusieurs sénateurs et représentants au Congrès. Ils m'ont assuré que ça n'était pas non plus leur intention. Et donc, la France n'est pas venue ici demander en quelque sorte pour son économie telle ou telle exception. On est venu partager la manière dont nous vivions les conséquences de cette réglementation et à un moment où, au fond, l'actualité nous somme d'agir encore plus de manière concertée ensemble face aux défis mondiaux, de resynchroniser, comme j'ai pu le dire, c'est-à-dire de trouver une dynamique positive nouvelle pour se dire, clarifier quels sont nos objectifs et comment agir ensemble. La discussion de ce matin, pour moi, a été parfaitement claire. Et j'ai senti d'ailleurs la même intention chez l'ensemble des membres du Sénat comme des représentants hier. La volonté du président Biden est de refaire ici une industrie forte et d'avoir, en quelque sorte, de sécuriser les solutions technologiques pour l'avenir. La France veut exactement la même chose pour elle-même. Et nous nous battons jour et nuit depuis un peu plus de 5 ans pour faire la même chose dans notre pays, ce qui nous a permis de stopper près de 15 ans de désindustrialisation en France et de recréer des emplois industriels et des solutions dans notre pays. On veut juste continuer de faire cela. Et donc on va le faire ensemble, c'est pourquoi nous avons décidé, en lien avec les autres Européens, la Commission européenne, d'avoir un travail qui doit être un travail maintenant technique, pour que, en quelque sorte, ces effets en domino qui pouvaient exister sur les projets qui étaient en train de se développer en Europe soient réglés. On veut réussir ensemble, pas l'un contre l'autre. Ça a été clair et c'est ce qui ressort de ce matin. Et c'est exactement la philosophie que je partage et c'est celle dont nous avons besoin. Bonjour messieurs les présidents, William Galibert pour la radio RTL. Pour compléter la question de ma collègue, monsieur Biden, en français on dit qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a que des preuves d'amour. Est-ce que vous avez l'impression que votre ami français repart entièrement rassuré, que vous avez rassuré sur les questions économiques vos alliés européens? Et puis, pourrait-on avoir quelques précisions supplémentaires? Est-ce que vous vous êtes fixé, monsieur Macron, des échéances précises pour ces discussions économiques, des secteurs précis sur lesquels vous attendez peut-être des aménagements des politiques économiques américaines? Merci. Pour être très clair, d'abord, nous avons un travail en européen qu'on va faire. C'est que sur les semi-conducteurs, l'hydrogène, les batteries, notre industrie, on va continuer d'avancer en européen. Et nous ne sommes pas là pour, en quelque sorte, demander des preuves d'amour. On était là pour se mettre d'accord sur une stratégie et clarifier les choses qui méritaient de l'être. Je considère que la discussion l'a fait. Maintenant, nous avons notre propre travail. On ne peut pas demander aux États-Unis d'Amérique de prendre une loi pour régler les problèmes de l'Europe. Donc nous, en Européens, on doit aller plus vite et plus fort pour avoir la même ambition et réussir justement à se mettre aussi en synchronie. Et de l'autre côté, nous avons clarifié aujourd'hui les choses. Il y a plusieurs déjà forums de discussion qui existent. Et c'est dans les prochaines semaines et les prochains mois que nous allons clarifier ça. Mais ça va assez vite, parce qu'en fait, nos projets sont en train de se développer. Donc, pour moi, il y a une grande clarté stratégique dans les échanges de ce matin. Il y a eu beaucoup de sincérité, beaucoup de franchise. Et donc, à partir de là, je considère que les discussions des prochains jours qu'il y aura déjà avec la Commission européenne, les discussions qu'on aura dans les prochaines semaines, en lien étroit avec nos partenaires allemands, nos autres partenaires européens et la Commission et l'administration américaine, vont permettre de clarifier sans difficulté ce sujet. Je repars confiant, mais aussi lucide sur ce qui est aussi à faire du côté européen. C'est une bonne chose. I'm confident. Moi, j'ai confiance. It's my answer. Vous avez ma réponse. Okay, who's the next question?
Question suivante. Got my list here. Je me réfère à ma liste. My turn to call on someone? Est-ce que c'est Okay, how à mon about tour? NPR, Tom Murky? NPR. Thank you, Mr. President. Merci, I have a Monsieur le domestic Président. question for J'ai you, une and question then sur le Mr. front Macron, I have a intérieur. Une question pour vous et le question for président you about Macron. Ukraine. But Concernant first, l'Ukraine, mais President pour Biden, commencer, do the Monsieur le freight rail Président Biden, workers deserve more than les one travailleurs day of ferroviaires, paid est-ce sick qu'ils leave, like millions of Americans have? méritent plus de And un if jour de so, congés why payés didn't you negotiate lorsqu'ils sont that malades, de when congés you were helping maladie? to Mais negotiate lorsque that vous avez contract contribué à that la you now want négociation de Congress to ce oppose? contrat, I love you guys. ah, You je negotiated a vous contract adore. no one J'ai else could négocié un negotiate. contrat que personne The d'autre ne only thing pouvait that was left out négocier. was whether or not it was paid leave. You know, I've been trying to get Et vous paid savez, leave, not just for rail les workers, congés but maladie, everybody. j'essaie de l'avoir, mais pas uniquement pour les travailleurs ferroviaires, mais pour tout le monde. Ils ont tous dit que ce n'était pas possible. Nous sommes l'un des seuls pays du monde à ne pas avoir de congés maladie pour nos cheminots. Et parallèlement, on a 45% d'augmentation de salaire. Donc, il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. Alors, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais nous avons fait ces négociations. Mais le coût de ces mesures risquerait d'entraîner 700 000 personnes au chômage. Et donc, je pense avoir négocié une meilleure situation que par le passé. Tout le monde était d'accord sur 15 syndicats. Il y en a 4 qui ont signé et qui étaient d'accord. Ils m'ont présenté cette situation. Ils m'ont demandé de le faire. Ils ont été d'accord. Nous pensons que ce sera accepté d'ici vendredi. Croisons les doigts. Mais moi, j'ai été très clair. Je vais continuer de me battre pour atteindre cet objectif, qu'on ait les congés maladie, non seulement pour les cheminots, mais pour tous les salariés du monde entier. Après tout, nous avons avec nous un Français. C'est un pays qui a montré l'exemple en la matière. C'est le contexte dans lequel tout ceci se déroule. Et au départ, il y avait 4 syndicats sur les 14. C'est une minorité. Nous allons éviter une grève, faire en sorte que les trains continuent de circuler pour continuer d'avancer. Mais comme je vous l'ai dit, les congés maladie, c'est un objectif pas uniquement pour les cheminots, mais pour tout le monde. Monsieur Macron, aux États-Unis, le président Biden demande au Congrès 38 milliards de dollars de financement supplémentaire pour aider l'Ukraine. Le Congrès n'est pas forcément d'accord. Il n'aime pas les chèques en blanc. Avez-vous confiance en la capacité des États-Unis à poursuivre son aide à l'Ukraine en termes de défense au cours de ces derniers mois, au cours des mois à venir? Est-ce que vous avez parlé au président Biden s'agissant de négocier avec Zelensky pour qu'il mette fin à cette guerre, surtout avec l'approche de l'hiver et l'effet des cours énergétiques? Je remercie le président Biden et son gouvernement. Merci de l'aide apportée au peuple ukrainien. Et j'aimerais vous dire que nos deux nations partagent les mêmes valeurs et la même histoire. L'Ukraine, ce n'est pas simplement un pays lointain, un petit pays quelque part perdu sur le continent européen. Non, l'Ukraine partage avec nous les mêmes valeurs, les mêmes principes. Nous sommes convenus ensemble de respecter les principes de la Charte des Nations Unies. Protection de la souveraineté, protection de l'intégrité territoriale. Et c'est la raison pour laquelle je pense que lorsque les États-Unis apportent un soutien fort aux Ukrainiens, en ce moment, c'est fondamental, et pas uniquement pour les Ukrainiens. Ils sont européens comme nous, et nous vous remercions de cette solidarité. Mais c'est important également pour assurer la stabilité mondiale. Si on considère que l'on peut abandonner un pays et abandonner le respect de nos principes,
cela signifie que la stabilité mondiale est tout simplement impossible. À mon avis, il est fondamental d'avoir un tel engagement. Et moi également, j'ai toute confiance. Votre peuple, vos représentants entérinent cet objectif et nous allons assurer un suivi de notre propre soutien. Nous avons augmenté, rehaussé notre soutien militaire, notre soutien humanitaire et économique. Et s'agissant du deuxième volet de votre question, je peux vous dire que jamais nous enjoindrons les Ukrainiens à accepter un compromis qui, pour eux, est inacceptable. Ils sont si courageux. Ils défendent non seulement leur propre vie, mais nos vies à nous, nos principes. Il serait impossible de construire une paix durable sans respecter la décision ukrainienne. Il revient aux Ukrainiens de décider si et quand ils souhaitent négocier concernant leur territoire et leur avenir. This will be the last question. Ce sera la dernière question. Emmanuel Macron doit s'entretenir dans les prochains jours, les prochaines semaines avec Vladimir Poutine. Le lien est maintenu depuis le début de la guerre. Vous n'avez pas toujours été d'accord avec cela. Est-ce qu'aujourd'hui, vous approuvez l'approche du président français? Et puis une deuxième question pour vous deux, alors que la guerre en Ukraine semble aujourd'hui à un tournant. Est-ce qu'il vous semble réaliste que le président Zelensky conditionne l'ouverture de négociations à un retour, j'allais dire, dans le giron ukrainien de la Crimée? Merci. Look, there's one way for this war to end, the rational way. Quelle est la seule Putin issue to pull pour out cette of guerre? Ukraine, number one. But Une it appears issue he's not going to do rationnelle. that. Il faut He's paying a que very heavy price for Poutine failing se to do it, retire because de he's inflicting l'Ukraine. incredible carnage. Il paie très cher le fait de rester, mais cela entraîne un carnage qui frappe Bombing nurseries, les populations civiles. Il est en train de bombarder des hôpitaux, it's sick des what foyers, he's doing. des enfants. But the fact C'est of the matter abominable. is, Mais le I fait est have que no immediate plans to contact je n'ai pas Putin. prévu dans les médias de Mr. Putin contacter M. Poutine. choose my words very carefully. Et je choisis mes mots. I'm prepared Avec soin. to speak with Mr. Putin Je suis prêt à parler if in fact à M. there is Poutine. an interest in him deciding he's looking for effectivement, a way to end the war. He hasn't il est done that. intéressé à trouver une issue à la If that's guerre. the case, Mais in il doit se manifester, consultation il ne with l'a my pas encore French fait. and my NATO friends, Et en consultation I'd be happy avec to sit nos down amis de with l'OTAN, Putin to see what là, he oui, has in j'accepterai mind. de m'asseoir à la même He table hasn't done pour that. voir In the ce qu'il a en tête. Pour I think l'instant, it's ce n'est pas le cas. absolutely critical. What En Emmanuel attendant, said. comme l'a bien dit must Emmanuel, support il est Ukrainian fondamental people. que nous soutenions le peuple idea ukrainien. That Putin is ever going to defeat Ukraine L'idée selon is laquelle beyond comprehension. Imagine Poutine va un jour vaincre l'Ukraine, pour moi, c'est incompréhensible. Imaginez qu'un pays puisse en occuper un autre pendant 4, 5, 10 ans, pour moi, c'est impensable. Il a mal calculé, et ce depuis le début. Il pensait qu'il serait accueilli par les Ukrainiens les bras ouverts. Non. Rappelez-vous, j'avais prévenu qu'il allait envahir l'Ukraine. Rappelez-vous son allocution de l'époque. Il a parlé des traditions russes, le fait qu'il était la réincarnation de Pierre le Grand, qu'il souhaitait affirmer l'identité russe, mais il a mal calculé de A à Z. Maintenant, comment va-t-il se sortir de cette situation dans laquelle il s'est empêtré? S'il est prêt à parler, je l'écouterai pour voir ce qu'il a en tête. Mais dans le cadre de consultation, en présence de nos alliés, je ne ferai pas cavalier seul. Sur la question que vous posez et les préconditions ou les conditions qui sont mises par le président ukrainien, je pense que ce qui est important pour nous tous de regarder, c'est qu'au moment même où l'Ukraine est en train de résister, de subir des crimes de guerre, de subir des attaques sur ses infrastructures civiles, de mener des contre-offensives, le président Zelensky a proposé un plan de paix en 10 points. Et je pense que notre devoir, c'est d'engager le travail avec lui, parce qu'il y a une vraie volonté de la part des Ukrainiens d'aller sur le terrain de la discussion. Et nous le reconnaissons et nous le saluons. Et je peux ici vous dire, pour avoir été pendant plusieurs années
responsable du suivi de ce qu'on appelait le format Normandie et donc de la mise en œuvre des accords de Minsk. La dernière réunion qu'il y a eu entre le président Zelensky et le président Poutine, elle date, c'est d'ailleurs la seule, de décembre 2019. Et nous étions à cette époque-là avec la chancelière Merkel. Je peux vous dire que j'ai vu un président sincère qui voulait discuter et négocier. Et le président Zelensky, depuis son élection jusqu'au mois de février dernier, il n'a eu de cesse de vouloir négocier. Celui qui a décidé de lancer une guerre, c'est le président Poutine. J'en ai été le témoin direct, y compris par le déplacement que j'ai pu faire en Russie et en Ukraine au début du mois de février. Donc il est légitime que le président Zelensky ait des préconditions pour négocier. Maintenant, nous devons travailler la substance de ce qui peut être à terme un accord de paix. Et ensuite, c'est l'évolution des prochaines semaines et des prochains mois qui nous dira le moment qui est le bon et le choix des Ukrainiens. Une fois qu'on a dit ça, je continuerai en effet à parler au président Poutine. Et d'ailleurs, on s'en a entretenu ce matin avec le président Biden, parce que nous avons constamment essayé aussi d'éviter des escalades et d'obtenir des choses très concrètes. Et donc, en particulier, j'aurai une discussion sur la question de la sûreté et de la sécurité des centrales nucléaires dans les zones contestées, en particulier celle de Zaporijia, parce que je pense que le travail que la France mène depuis plusieurs mois, et d'ailleurs depuis le début du conflit, rappelez-vous, on l'a fait dès le mois de mars sur la centrale de Tchernobyl, en soutien du très bon travail fait par l'AIEA et son directeur général, M. Grossi, est important. Donc il faut continuer de faire cela et d'engager. Donc nous continuerons. Voilà. Merci beaucoup. Thank you so much. Ladies and gentlemen, distinguished guests.